recherche, mais comme l'a dit Marion, depuis l'année dernière, je suis ce qu'on appelle correspondante égalité à la DR7 au CNRS. Et en gros, depuis 2018, le CNRS a essayé de mettre en place des correspondants un peu partout dans les différentes UMR pour donc sensibiliser au sujet de l'égalité femmes-hommes au sein de l'université et au sein de la recherche. Puisque, en l'occurrence, surtout en sciences, on se rend compte qu'il y a en général beaucoup moins de filles dans les filières, par exemple en sciences fondamentales ou même en sciences de la Terre, que de garçons. Et donc, ce séminaire, c'est un peu pour parler de ça et surtout beaucoup pour sensibiliser en fait les gens au sujet, pour ceux qui ne le sont pas déjà. Et un peu parler de voilà, quelle est la situation actuelle et comment on peut essayer de progresser dans ce sens, sachant que, bon, à l'heure actuelle, d'après les chiffres de l'INSEE, les femmes représentent 52% de la population française et on va voir qu'elles sont loin d'être représentées dans certaines filières scientifiques. Donc, on va commencer... si j'arrive à changer ma slide. Par de l'humour. Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer, en fait, en regardant ceci. Donc, il y a très, très longtemps, enfin, pas vraiment, pas si longtemps que ça, ce genre de pub ne choquait pas vraiment. Et donc, en gros, on sent bien que si il y a tous ces problèmes de potentielle inégalité au sein des sciences, par exemple, ou de l'université, c'est aussi parce qu'on est dans une société très patriarcale qui n'a pas tendance à valoriser énormément les femmes ou qui, on va dire, cantonnait, parce qu'on va utiliser le passé, les femmes à être une ménagère, à s'épanouir avec son je sais pas, robot Moulinex ou à s'épanouir en achetant de la bière pour son mari. Donc, voilà un petit peu où on en est. Ah, il y a quelqu'un. Et donc, du coup, en gros, voilà, il y a un problème vraiment, je pense, sociétal. Et ce genre de pub qui existe et qui existe encore à l'heure actuelle, quand on reçoit par exemple ce petit flyer de Géant Casino pour la fête des mères, illustre bien dans quel contexte culturel on est et pourquoi on peut avoir des problèmes d'identification au niveau des femmes et les attirer vers les sciences. Et pour la petite histoire, il y a 2 ans, j'étais dans une bibliothèque et j'ai un de mes enfants qui m'a ramené ce petit livre que je ne connaissais pas. Et de nouveau, c'est pour un peu illustrer le fait qu'on baigne dans cette société assez, on va dire, patriarcale et avantageuse pour le masculin, on va dire, et cela va jusqu'à l'utilisation des mots. Donc, autant le titre peut faire rire, le zizi des mots, donc faire rire beaucoup les enfants, mais ce livre est plutôt sympa puisqu'il sensibilise vraiment sur l'utilisation des mots et en gros, il joue beaucoup sur le masculin et le féminin et montre que souvent le mot masculin va avoir tendance, on va dire, à être plutôt valorisant, être dans l'action. Donc là, il donne un exemple de si un chevalier au féminin devient chevalière, qui sera un objet ou une chose. Pareil pour jardinier, jardinière. Et ce livre donc a plein d'exemples comme ça, qui sont assez rigolos, mais qui montrent de nouveau cette tendance très on va dire, qui a tendance la société qui a tendance à privilégier un petit peu le masculin. Donc maintenant, on va passer sur quelques chiffres. Donc je vais commencer vraiment à partir du baccalauréat et après remonter jusqu'à la filière universitaire pour après parler des postes en recherche. Donc ça, c'est des chiffres qu'on a eus qui sont disponibles sur Internet, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation qui avait lancé une grosse étude sur cette parité homme-femme voilà, au cours de la scolarité et après dans la recherche et au sein de l'université. Donc là, ce qu'on sait, c'est qu'en 2018, par exemple, les filles sont plus souvent bachelières que les garçons. Puisque 86% des filles ont le bac contre 76% des garçons.
Là, c'est un peu dur à lire, donc je vais vous aider un peu à lire ce diagramme. Ils ont essayé de faire quelque chose de joli, mais en fait, du coup, ça devient un peu illisible. Donc là, c'est la proportion de diplômés de l'enseignement supérieur. Est-ce que vous voyez mon curseur? Donc là, il y a une échelle de temps. Donc il y a 2018 ici pour les deux couleurs vertes et violettes et 2008 en bas. Donc si par exemple on regarde 2018, les filles sont en bleu, les garçons en vert. En bleu clair ou violet clair, ce sont les bacs plus 2 et en vert clair, ce sont les bacs plus 2 hommes. Ce qu'on voit, c'est qu'en 2018, il y a de nouveau plus de filles qui ont de bac plus 2 que d'hommes, donc 36,5% contre 30% pour les hommes. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'entre 2018 et 2008, il y a une nette progression des diplômés hommes et femmes en général. Mais c'est là qu'on va s'atteler à un certain problème. Donc, au niveau de l'insertion professionnelle, donc ça, c'est les chiffres pour l'insertion professionnelle en 2018 pour les diplômés de 2016 d'un master de l'université. Donc, ils ont mélangé un peu tous les masters. Et ce qu'on se rend compte, c'est que 30 mois après leur master, les femmes sont systématiquement moins bien rémunérées que les hommes. Donc ici, pour l'ensemble des masters enseignement à hauteur de moins 5,5% par exemple, ou l'ensemble des masters LMD à hauteur de moins 12%. Voilà. Et vous avez les différentes filières avec systématiquement des gros problèmes d'inégalité en termes salariales, donc 30 mois après le master. Et enfin, donc dernier chiffre de ce document, c'est la part des femmes dans les différentes, donc ce qui va nous intéresser grandement, dans les différentes disciplines scientifiques à l'université. Donc de nouveau, c'est un peu compliqué à lire, mais en gros, ils ont regroupé des données en 2008-2009 et 2018-2019. 2008-2009, c'est la couleur claire, et couleur foncée, 2018-2019. Et on peut voir que suivant les spécialités, le nombre de femmes va être surreprésenté ou sous-représenté. En l'occurrence, tout ce qui est médecine, pharmacie, sciences de la vie, on va avoir des proportions de femmes très importantes dans la filière, à hauteur de 60-65%, alors que pour les sciences fondamentales, on sera aux alentours de 28%, ce qui est très peu. Donc, sciences fondamentales, physique, maths. Nous, là, ici, on est regroupés avec les sciences de la vie, mais ce chiffre ne correspond pas du tout, on va dire, au vivier des femmes en sciences de la Terre. On est plutôt entre les deux, aux alentours de 35-40%. Oui. C'est Muriel, j'ai une question. Oui. C'est juste pas clair pour moi si c'est les étudiants ou c'est les... C'est les étudiants, là. C'est les étudiants, ok, ouais. Merci. Oui, c'est vrai que c'est même c'est pas marqué. Mais oui, je l'ai extrait du truc. Mais c'est les étudiants, ouais. Donc voilà où on en est. Enfin, un peu, il y a plein d'autres chiffres dans ce document. Mais là, j'essaie de synthétiser juste pour montrer que, en gros, en général, il y a plus de filles qui font des études. Mais à la fin, en sciences, disons, fondamentales, et nous, en sciences de la Terre, on va le voir, il y a beaucoup moins de filles qui rentreront dans nos filières. Voilà. Je peux reposer une question sur celui-là, parce que Ouais. Tu disais à peu près 30% pour les sciences de ça. Oui, alors en fait, moi, je n'ai pas le chiffre. C'est très difficile de trouver le chiffre national. Le chiffre finalement exact n'est pas très important. L'ordre de grandeur déjà suffit, ça veut dire un tiers. Ça veut dire qu'en moyenne, sur 3 étudiants, il n'y a qu'une fille. Ouais. D'accord. Parce que j'avais l'impression qu'on était presque à 50%, peut-être 40% de oui, femmes. Oui, c'est entre 30 et 40. Ça dépend vraiment des années. Ouais. Mais là, j'ai les chiffres après pour nous, en tout cas. Quand tu dis pour nous, c'est-à-dire Clermont pour le LMV. Les sciences de la Terre, sciences de la Terre. Non, que pour Master 1. Non, c'est compliqué d'avoir les chiffres. Hein. Faudrait essayer de... Oui, je veux bien croire. Et tu disais Master, là, c'était pour le niveau Master, pour le niveau licence ou pour tout ce qui était LMD? Non, pour Master 1, là, je vais montrer. J'ai que Master 1. J'ai Master 2 aussi, mais comme c'est des petites promos, ça avait moins de sens, si tu veux, parce que c'est compliqué de faire une généralité sur des sur des promos de 15 ans. Mais ouais. Ce que tu projettes là, c'était quoi? Quel vivier? Master? Mais attends, je vais te montrer là.
Ah C'est bon, juste la slide d'après. Je peux montrer. Merci. Donc là, c'est vraiment général, c'est le chiffre national donné donc par le ministère de l'Enseignement supérieur, où nous, en effet, on est noyé avec les sciences de la vie. Donc le chiffre 62% ne correspond pas aux sciences de la Terre en général, quoi. Après licence, je ne sais pas, mais moi, je peux vous dire, enfin, j'ai les chiffres master, disons. Ils pourraient être faits au niveau licence, mais je ne les ai pas faits par manque de temps. J'ai choisi Master 1 parce que justement, il y a pas, tout le monde est mélangé. Il n'y a plus après l'option GOAG ou MB. Donc en Master 1, ça, c'est les chiffres entre 2010 et 2019. Et en lissant sur ces 9 ans, ce qu'on peut voir, c'est que la proportion des femmes en Master 1 est en moyenne de 41% pour 60% d'hommes. À noter, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va se confirmer dans le futur, qu'il y a l'air d'avoir, il y aurait peut-être une légère baisse depuis 9 ans du pourcentage de femmes donc en master 1. Sachant que moi, j'ai été en master il y a bien longtemps ici et que ce n'est pas dans ces chiffres-là et que nous, il devait avoir, je crois, 11 filles pour 3 garçons. Donc, c'est complètement l'inverse. C'était une année complètement inversée. Donc, voilà. Voilà, peut-être il y a déjà. Alors, il y a quelque chose qui est sûr. Je parlais avec des collègues anglais qui, eux, depuis quelques années, voient un nombre d'étudiants en géologie qui a baissé drastiquement et un nombre de filles aussi qui a baissé drastiquement. Et eux, ils l'interprètent comme l'émergence de nouveaux ou des nouveaux masters où il y a l'aspect environnement très fort qui viennent en gros pomper toutes les filles de sciences de la Terre. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est à questionner. Didier, tu as une question? Oui, vous m'entendez là? Oui. C'était juste pour signaler qu'effectivement, au niveau des doctorants, on a le problème que le recrutement des doctorants femmes est en chute sévère depuis 2-3 ans au labo. Hein, donc, voilà, donc c'est un peu dans la même tendance. Ouais, j'y aller, j'ai les chiffres après, mais c'est vrai que j'ai que 2020 là, par contre, sur les doctorants. Mais oui, donc voilà, je sais pas, c'est quelque chose. Est-ce qu'on peut l'expliquer? Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a l'air d'être depuis 3-4 ans, disons. Enfin même, ouais, on a l'air de voir quand même une espèce de baisse. Donc à voir. Je sais pas d'où ça vient. Donc ça, c'est le LMV, donc c'est les chiffres HCERS en février 2020. Donc de nouveau, alors hommes en vert, femmes en bleu, il faut se forcer, hein, les femmes sont en bleu. Donc on voit ici les doctorants, donc 17 hommes pour 9 femmes, les postdocs, PCR, les maîtres de conf, DR, prof, LE, ITA, BIATS. Et donc, au lieu de tout décrire, je vais juste mettre les petites conclusions, enfin mes petites conclusions. Peut-être que vous en voyez d'autres quand vous regardez ce diagramme. Moi, ce que je vois, c'est qu'en gros, il y a entre 30 et environ 40% de femmes chez les doctorants CR, maîtres de conf, ITA, BIATS. Donc, on va dire que si on regarde juste les données de M1, ça correspondrait à peu près au vivier présent dans un master de sciences de la Terre. Les femmes postdoc aiment beaucoup le LMV, puisque là, il y a 70% de femmes postdoc. De nouveau, pourquoi? Ça, je ne sais pas. Est-ce que c'est juste un effet ponctuel ou pas? Mais c'est intéressant à noter. Et bien sûr, il y a très peu de femmes en rang A. Là, on voit 2 DR femmes pour 8 hommes et une seule pour 11 profs. Voilà. Donc là, clairement, il y a un petit déficit qui... on espère sera lissé un peu dans le futur proche, lointain, je ne sais pas. Et donc ça, c'est l'évolution sur 20 ans. Donc en rouge foncé, année 2000, orange 2010 et jaune 2020. Par corps, donc j'ai les chiffres là pour CR, DR, maître de conf et prof, hommes et femmes. Donc on voit de nouveau, je vais vous mettre ma petite lecture vite fait. On voit qu'il y a une progression du nombre de femmes et d'hommes en CR, DR et maître de conf au cours de ces 20 années. Qu'il y a une chute assez importante du nombre de profs. Donc moi, je pense que c'est les départs en retraite. Hein, je ne pense pas que ce soit autre chose. Hommes. Et qu'il y a une progression, mais alors extrêmement lente, du nombre de rangs A féminins. Voilà.
Et donc après, le recrutement CNRS, donc comme j'ai un peu plus la main sur ces chiffres-là, j'ai fait une petite compilation entre 2007 et 2019 des hommes et des femmes embauchés au niveau CR au LMV. Et on a 50%, en gros, autant d'hommes et de femmes qui ont été recrutés sur cette période au LMV. Donc, si on regarde ces chiffres par rapport aux chiffres nationaux de notre section, 18 entre 2007 et 2019, les voici. Donc, à gauche pour les CR. Pareil, là, j'ai lissé, donc j'ai fait la moyenne entre 2007 et 2019, donc les femmes en bleu. En moyenne, 62% d'hommes recrutés pour 38% de femmes. Et chez les DR, de nouveau, j'ai lissé, mais là, on va voir que ça n'a pas trop de sens, en fait. 72% d'hommes pour 28% de femmes, sachant qu'on voit très bien que dans les années 2017, 2000, jusqu'à 2011, on va dire, la proportion de femmes qui avaient le concours DR était très, très faible. Voilà, moins de 10% en 2007. Donc là, clairement, il y a eu une évolution importante du nombre de femmes qui ont réussi le concours à cette période-là. Donc, la question se pose. Donc, on voit que nous, on est 50%. Donc, on a une proportion de femmes très importante qui ont été embauchées au niveau CR au LMV. Et c'est parce que les femmes CR ont posé leur projet ici. Donc, est-ce que les femmes CR aiment le LMV aussi? Je ne sais pas, comme les postdocs. Mais en tout cas, on a, par rapport à la moyenne nationale, on a des chiffres beaucoup plus importants. Et les derniers chiffres, après j'arrête avec les chiffres, on va faire juste 2 secondes de psychologie. Le comité de direction entre 2004 et 2025. Donc le comité actuel, c'est un directeur adjoint, directeur adjoint IRD, directeur adjoint technique et une responsable administrative. Donc on a une femme pour 4 hommes dans le comité de direction, sachant qu'avant, il n'y avait carrément pas de femmes du tout. Ça, je crois que c'est quelque chose qui a été intégré en 2010. Audrey faisait partie du comité à partir de 2010. Voilà. Donc, de nouveau, là, bon, on va dire que peut-être on peut un petit peu mieux faire en termes de parité. Et la direction, pardon, merci Wikipédia, direction sûrement Ariel Provost, je suppose, du LMV depuis 1966. Bon, on voit que c'est plutôt, voilà, très masculin. Donc, il faut savoir quand même que là, j'ai mis les chiffres pour le comité de direction LMV, mais qu'il y a un comité de direction élargi qui maintenant contient les chefs d'équipe et, et les responsables, pardon, il y a une erreur, de l'enseignement. Donc, il y a des femmes dans ce comité de direction élargi. Mais par contre, on peut bien voir qu'il n'y a jamais eu de directrice de laboratoire au LMV, alors qu'on a quand même quelques femmes qui travaillent au LMV. Donc, à voir, il ne faudrait peut-être pas attendre 20 ans, je pense. Mais voilà, c'est juste pour montrer un peu les chiffres. Et je pense qu'ils parlent d'eux-mêmes. Alors, donc voilà, on en a fini avec les chiffres et en gros, tous ces chiffres et la sous-représentation, on va dire, des femmes dans le milieu scientifique et donc aussi en sciences de la Terre, on peut facilement, on va dire, essayer de les associer aux biais associés de genre qui participent à cette sous-représentation. Et en effet, depuis, et ces biais sont présents culturellement, je veux dire sociologiquement, on baigne dedans depuis qu'on est tout petit, ça c'est un fait. Et en l'occurrence, ici, vous avez cette petite photo qui le montre bien, où en effet, on a tous des biais inconscients. On va associer une fille au fait d'être maman, d'être une assistante, d'être jolie, tranquille, sensible, alors qu'on associera plus un garçon au fait d'être fort, de faire de la gym, des mathématiques et d'être un leader. Voilà. Donc l'idée, c'est d'essayer
parler, de sensibiliser à ça pour qu'on tende vers, on va dire, quelque chose d'un peu plus équitable et qu'on permette aussi aux filles de ne pas juste être enfermées, et aux garçons d'ailleurs, de ne pas juste être enfermés dans ces deux boîtes, mais que ces deux boîtes communiquent et que voilà, et qu'on soit un peu sur le même pied d'égalité, et ce depuis l'école, ce qui n'est pas facile, je pense. Et donc, on en a tous des biais inconscients. Moi aussi, j'en ai. Et donc, pour tester ces biais de genre, donc l'association, je ne sais pas, une femme à être plus, on va dire, forte dans les lettres qu'en sciences ou ces choses-là. Il y a l'université d'Harvard qui a développé donc un projet qui s'appelle The Implicit Project, alors c'est sur le genre, sur les races, sur plein d'autres choses, et on peut tester, donc ils font des petits tests et on peut tester ces biais. Et à la fin, on vous donne un pourcentage de à quel point vous êtes biaisé vers le masculin ou vers le féminin. Voilà, ça peut être sympa à faire. Donc les biais de genre, donc on en a tous, ça c'est sûr. Mais du coup, le fait de juste être conscient qu'on en a et de pointer et de mettre le doigt sur les biais qu'on a, c'est vraiment un premier pas pour un jugement moins biaisé. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans les, par exemple, commissions CNRS, où les membres de comité sont sensibilisés à ces biais inconscients, puisque la recherche a montré que si on est conscient et si on est éduqué sur ces biais de genre qu'on a tous, eh bien déjà, on est capable de s'auto-réguler, c'est-à-dire de se rendre compte qu'on a ce biais et de s'auto-corriger. Et ça, c'est très important, par exemple, lors de recrutement, mais de conf, CNRS. Donc, un autre problème qu'on a, on va dire, en recherche, et là, on le voit bien au LMV aussi, c'est les progressions de carrière en recherche aussi au niveau des femmes. Et ça s'explique pas forcément que par les biais de genre ou le comité de sélection, pas du tout. Ça s'explique aussi socialement et psychologiquement. Il y a beaucoup d'autres choses qui vont jouer sur le fait qu'on a une sous-représentation des femmes, par exemple, dans les comités de direction ou en rang A. Et donc, je vais en présenter quelques-uns, mais il y en a d'autres. Hein. C'est plus de la psychologie dans ce cas-là. Il y a une théorie qui s'appelle la théorie du plafond de verre. Donc, bon, en théorie, vu tout ce qui est mis en place par les universités LCNRS, rien ne devrait bloquer la progression de carrière d'une femme en recherche. Mais ce qu'on peut voir, et ce qui a été déjà bien étudié au niveau de la recherche, c'est qu'il y a une autocensure des femmes pour demander ces promotions ou même postuler sur ces postes-là. Voilà, pour diverses raisons. Parce qu'il y a... on va demander plus facilement des temps partiels et donc après ça peut être dommageable pour la demande de promotion, ou on va plus se fixer sur sa famille et donc on va s'autocensurer pour demander une promotion pour on va dire un travail qui va être très chronophage. Et donc tout cela aussi fait qu'on peut avoir des sous-représentations dans des postes un peu plus importants des femmes. Et un autre syndrome très important, en fait, c'est le syndrome de l'imposteur. Donc là, de nouveau, il y a pas mal de recherches en psychologie là-dessus. C'est que la recherche a montré que malgré, on va dire, des CV conséquents et le fait que des femmes dans le milieu de la recherche et académique aient déjà accompli, voilà, aient fait leurs preuves, on va dire, il y a souvent ce sentiment de syndrome de l'imposteur où on est juste arrivé là au bon endroit au bon moment et c'est pas parce que, juste grâce à ses compétences, mais c'est parce que les étoiles se sont bien alignées. Et donc là, il y a un réel problème, mais ce n'est pas que féminin du tout, puisqu'il y a des études qui montrent que ce syndrome de l'imposteur est surreprésenté dans le milieu académique en général, autant chez les femmes que chez les hommes, puisque 2/3, alors ici des senior scientists, on va dire, nous peut-être chez les permanents, mais je pense que c'est aussi présent chez les chercheurs contractuels,
que 2/3 des personnes ont déjà expérimenté ces syndromes de l'imposteur et ce phénomène est surreprésenté chez les femmes dans le milieu de la recherche, j'ai oublié de marquer, donc, puisque ce papier estime que 95% des femmes dans le milieu académique ont expérimenté des niveaux modérés à très élevés de ce syndrome-là, qui peut aussi provoquer de l'autocensure pour postuler à des postes de rang A ou dans des comités de direction. Et en fait, je vais finir là-dessus. Donc, ça, c'est en fait un papier donc par Marie Bocher et al. Et ce papier, en fait, il a été fait par plusieurs personnes, mais c'est une initiative d'un groupe d'étudiantes à la base, je crois, thésardes et postdoc, qui travaillait avec Nicolas Coltis. Et à l'époque, ils n'avaient embauché que des filles. Et en fait, elles se sont rendues compte en allant à leur première conférence qu'on ne parlait que du fait que ce ne soit que des filles, alors je ne sais pas comment modélisatrices géodynamiciennes, et non pas, on ne parlait que du fait qu'elles se soient un harem, disons, autour de Nicolas Coltis, plutôt que de leur science et de leur poster. Donc elles ont été très frustrées, elles en ont parlé, et du coup elles ont décidé de créer en fait un espèce de groupe de parole aussi à l'EGU sur un peu tout le sexisme qui pouvait être présent dans le milieu académique. Donc, sachant que l'EGU, c'est une des grosses conférences internationales en, on va dire, géosciences. Et ce qu'elles ont fait, elles ont créé un site internet où elles ont demandé aux personnes qui participaient à l'EGU de donner des exemples de, on va dire, sexisme ordinaire que ces personnes auraient vécu voilà, au cours de leur carrière. Elles ont récolté énormément de petites histoires et une des thésardes est très bonne dessinatrice, donc elles ont fait des BD. Et donc, je vais juste montrer un ou deux exemples. Elles ont un site internet qui s'appelle Did It Really Happen? Parce que c'est vrai que des fois, les situations expliquées sont assez ubuesques. Mais du coup, c'est un peu pour sensibiliser de nouveau sur le problème de sexisme qu'il peut avoir. C'est souvent des situations en fait, qui se sont passées en conférence, mais aussi, c'est aussi pour un peu essayer de le dire, c'est pas vraiment des situations normales et on devrait vraiment se questionner quand on se retrouve dans ces situations. Donc voilà, par exemple, donc là il y a un exemple je vous laisse le lire en fait, c'est une conférence scientifique, voilà, où un monsieur peut-être âgé demande si la jeune femme est une étudiante et qui est son superviseur. Et elle, en fait, c'est l'éditrice du papier qui l'a soumis. Donc voilà, mais elle est une young girl. Voilà, donc c'est ce genre, voilà, elles ont fait quelques petites BD comme ça. What brings you here? I studied the Arctic. Oh, me too. Who have you been working with? I worked with Professor Blah last summer. Oh, I guess he likes blondes. Hey, very funny. Voilà. Et ça, c'est que des situations qui existent et voilà, qu'on peut rencontrer quand on est une femme, en effet. Et celle-là est peut-être encore plus gênante dans le sens où maintenant, c'est vrai qu'on peut voir que pour forcer un peu la présence féminine dans certaines instances où des fois, il y a un peu des demandes de quotas pour forcer les gens à penser aussi aux filles pour, par exemple, des prix ou des awards. Et le retour de bâton, c'est qu'on peut avoir ce genre de réflexion. You know why you won the award? That's because they had to fill a female quota. Et ça, dans ce papier, ils ont appelé ça des remarques néo-sexistes. Donc, c'est les nouvelles remarques qu'on peut rencontrer dans ce cas. Donc, en conclusion, donc, le LMV dans la moyenne des laboratoires français en termes de parité, je pense que ça avait été déjà montré pendant la CERS, mais il y a quand même une sous-représentation de rang A et un problème de représentation féminine au poste de direction.
Et donc, c'est important de sensibiliser, comme j'ai pu le faire là, j'espère les sensibiliser, tout du moins, au biais de genre, et pour faire vraiment avancer ce sujet complexe, sachant que s'il n'y a pas que l'environnement de travail qui joue, on voit bien qu'on baigne dans un environnement autant à la maison qu'en société, et puis ça dépend de notre caractère aussi, qui va faire qu'en effet, il peut y avoir de nombreux biais qui créent cette inégalité à la fin dans le vivier, on va dire, féminin en sciences de la Terre, en recherche. Voilà. Super, merci Émilie. On peut prendre juste une ou deux questions, le temps que Cécile, si tu veux bien mettre ton PowerPoint. Je ne sais pas si vous avez des questions pour Émilie. Vous pouvez lever la main. Tard, je vois, tu as une question, vas-y. C'est pas une question, mais j'étais un peu surpris par les chiffres que tu donnes pour les maîtres de conf. Parce que alors, je maîtrise peut-être pas tout à fait la démographie des enseignants-chercheurs, pourtant je devrais. Et moi, j'ai compté que 3 femmes actuellement. Il y a Saint-Étienne, c'est parce que c'était avant que Saint-Étienne parte. En effet, maintenant, c'est encore pire. Tu as raison. D'accord, ok, ouais. Merci. Voilà, merci. Ouais. Je pense, c'est ça. C'est bon, vous voyez quelque chose? Ouais, on voit. Attends, je vais prendre juste une question. Il y a Olivier qui avait une question aussi. Oui, Émilie, la surreprésentation des femmes en postdoc, est-ce que ça pourrait vouloir dire qu'elles sont justement moins recrutées sur les postes permanents, donc du coup elles cumulent en postdoc? Ouais, ça peut être une façon de l'interpréter. Moi, en fait, j'ai essayé de réfléchir vraiment et je me suis demandé, en fait, ce qui serait intéressant, c'est de voir dans les autres gros labos français, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai à l'IPGP ou pas? Ou est-ce que, comme Clermont, c'est sympa parce que c'est pas la grosse ville et c'est plus tranquille, est-ce que les femmes sont plus attirées par ça? Moi, je voyais ça aussi peut-être là-dedans. Là, je savais pas. L'âge pourrait être un paramètre, voir si par exemple si elles sont plus vieilles que les hommes. Non, je crois que là, par contre, on a des vieux hommes aussi, mais je suis pas sûre. Ouais, je sais pas. À voir si, en fait, je pense qu'il serait intéressant, c'est de voir sur la durée. Ouais, d'accord. Mais c'est rigolo parce que c'est présent aussi sur les CR en définitive. Et là, en plus, dedans, dans les chiffres CR, j'ai pas mis la section, j'ai pas mis Julia par exemple. Donc là, c'est encore. Donc oui, et j'ai pas. Et il y a eu Auriel, voilà, en CR et RD. Là, c'était vraiment que CNRS. Donc oui, je peux pas, je sais pas. D'accord. Donc, juste une précision sur ce point. En fait, il y avait une évolution qui était un peu parallèle au doctorant post-doc avec une augmentation de la parité, enfin du pourcentage de femmes. Et puis, c'est vrai que ça s'est découplé récemment au niveau des doctorants où ça a chuté, mais avant, il y avait plutôt une tendance pour les deux. Ça m'a pas l'air lié au fait qu'il y ait plus de difficultés à trouver un poste permanent. Non, et par contre, on ne sait pas, peut-être que dans quelques années, on aura le même effet chez les postdoctorants, effectivement, où on va. J'espère que non, mais bon, voilà. Audrey ? Oui, c'était juste pour préciser que Saint-Étienne partira qu'en 2020. Là, dans les chiffres, Saint-Étienne est bien compté. C'est ça. Ok. Du coup, Cécile, tu veux bien partager, mettre en diapo, stop? Oui. Ah oui. Là, c'est bon? Oui. Très bien. On va partir sur l'harcèlement qui est un peu à la suite de ce qu'Émilie a dit. Alors, attendez. On va comment. Là, vous voyez harcèlement sexuel, c'est tout. On a ton mode présentateur. C'est bon? Vous voyez harcèlement définition? Ouais, mais tu es en mode présentateur. Est-ce que tu peux repartager ou... Et comment je fais là, par contre? Il faut que tu enlèves ton partage d'écran. Comme ça? Vas-y, refais. Ouais. C'est mieux? Non,
Bon, mais c'est pas grave. On voit peut-être, tu sais, on voit le mode présentateur où tu as les diapos d'après qui passent, mais c'est pas grave. Vas-y, fais comme ça, c'est bon. Bon, donc je vais commencer par les petites définitions. D'après le code pénal, le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou des comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Elle est aussi assimilée au harcèlement sexuel le fait même non répété. C'est pas que ça soit un rituel tous les matins, je te tape ma main aux fesses. C'est voilà, même non répété, c'est considéré aussi comme de l'harcèlement. Suite à ça, il y a des sanctions, et tant mieux. L'harcèlement moral est un délit, donc il est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Les discriminations qui peuvent aller avec, consécutives à des actes de harcèlement moral, sont elles aussi sanctionnées par 1 an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. Alors tout ça, c'est un peu évolutif et c'est suivant, bien sûr, le juge et comment c'est passé au tribunal. Les agressions sexuelles ou tentatives d'agression sexuelle, elles, par contre, sont considérées comme des crimes. Et donc, la peine encourue est beaucoup plus grosse, 5 ans d'emprisonnement minimum, jusqu'à 75 000 € d'amende. Alors, l'UCA s'est muni d'une commission d'abord d'égalité femmes-hommes, et dans cette commission-là, s'est créée donc une bulle harcèlement sexuel, une commission harcèlement sexuel, et ça a été un peu dur à mettre en place, mais bon, une charte avait été signée donc au départ pour l'égalité femmes-hommes en 2017, et à la suite de ça, en 2018, a donc été créée cette cellule harcèlement, et pour moi et pour ma part, je m'en félicite parce que ça bouge un petit peu. Alors, la cellule, elle est composée de l'UCA. Hein. La cellule de l'UCA, elle est composée de 4 membres de droit, donc un médecin, un psychologue du travail, la DAGI, donc plutôt le juridique, et un référent égalité homme-femme qui est actuellement Françoise Perrard. La DAGI, par contre, s'est retirée. Elle se trouvait un peu en porte-à-faux entre les étudiants, les profs et l'université. Donc, nous n'avons plus de personnes juridiques et la cellule est plutôt en train de rechercher quelqu'un au niveau du tribunal pour faire un partenariat. Elle est constituée aussi de 6 membres actifs. Alors, ce sont les personnes qui prennent les coups de fil ou les plaintes des étudiants ou des profs. Et donc, ces 6 membres sont 2 étudiants, garçons-filles, 2 enseignants, garçons-filles, et 2 BIATS, garçons-filles. Donc, ils sont nommés par le président, mais c'est le comité égalité qui vote en premier. C'est-à-dire que c'est nous qui choisissons ces membres-là et qui les présentons au président. Et pour compléter le tableau, on a les référents, c'est-à-dire les personnes comme moi qui sont dans des composantes qui, au départ, ont été, c'est sur la base du volontariat, qui ont été donc nommées par les directeurs de composantes. Alors, on n'est pas nombreuses, malheureusement, pas nombreuses hommes ou femmes, hein. On n'est pas nombreuses, c'est dommage parce que je trouve qu'il y a beaucoup de travail. Donc, tous ces membres-là ont été formés à l'écoute active et l'appréhension des violences sexistes et sexuelles. Et moi, j'ai eu ma formation juste hier. Et c'est très, très intéressant et à la fois un peu perturbant. Mais bon. Le fonctionnement de la cellule, donc si quelqu'un a besoin d'une aide particulière, elle a plusieurs façons d'alerter, soit directement à la cellule et donc rentrer discuter avec les 6 membres actifs, ou venir auprès des référents qui ont à peu près le même travail en fin de compte.
Donc, comme je l'ai écrit, des référentiels sont mis en place dans les différentes structures pour faciliter l'orientation ainsi que les échanges entre les demandeurs, étudiants ou enseignants, et la cellule harcèlement, à condition bien sûr qu'ils souhaitent l'activer. Les missions de la cellule et des référents, la cellule d'écoute, donc la cellule harcèlement, a d'abord le but d'accueillir tous ces étudiants ou profs, de les écouter, de les informer sur les potentiels droits qu'ils ont à l'université et ailleurs, et il les accompagne et les oriente au mieux suivant l'histoire qu'ils racontent. Voilà. Le fonctionnement, donc, un peu plus en détail. Donc, un étudiant, lorsqu'il saisit la référente, bon, je vais dire référente parce que c'est moi, en l'occurrence, donc je vais parler de moi. Donc, je mets en place une écoute, c'est-à-dire qu'on essaye de s'isoler quelque part, et je note absolument tout ce qu'elle me dit. Je lui laisse raconter son histoire, et je prends note de ce qu'elle dit, mot à mot. On le relit ensemble, et à la suite de ça, il y a une espèce de relation de confiance qui se crée, enfin je l'espère, et ce rapport-là, c'est elle qui me dit, la victime, si elle souhaite aller plus loin, c'est-à-dire faire activer la cellule avec les 6 membres, ou on reste comme ça, ou elle reviendra plus loin. Mais malgré tout, j'essaye toujours de plus ou moins de les orienter au moins sur la police, pour qu'elle porte plainte si ça n'a pas été fait, et auprès de médecins s'il y en a besoin. Et bien sûr, toutes ces actions-là se font dans un laps de temps assez court, mais toutes ces actions sont faites toujours avec l'accord donc du sollicitant. Si elles vont directement à la cellule, c'est-à-dire aux 6 membres, les étapes sont moins spontanées. Avec moi, c'est très spontané. Elle rentre dans mon bureau, hop, on s'isole, on travaille dessus, et puis elle repart avec quelques informations. Si elle prend directement la cellule, il y a des binômes, il y a des réunions qui se font entre elles, et il y a à nouveau des écoutes. Donc, c'est un peu plus long. C'est un peu plus long. Mais c'est toujours valable, hein, bien sûr. Là, c'est un bilan des cas traités par la cellule directement. C'est-à-dire que les étudiants ou profs ou BIATS ont sollicité la cellule des 6 membres. Donc, on voit, par exemple, dans le premier tableau, plein d'étudiants avec un enseignant. Il y a eu 3 cas. Sur ces 3 cas, il y en a un qui a été appelé directement, c'est-à-dire que l'étudiant a appelé directement la cellule pour se plaindre, et 2 cas indirects. Et ces 2 cas indirects, ce sont 2 cas qui sont venus par le biais des référents. Idem pour la plainte étudiant contre étudiant. Donc, il y a eu 5 cas 5 étudiants qui ont appelé la cellule, 4 directement et 1 via le référent, et ainsi de suite. Donc, une étudiante qui a eu un problème avec un responsable de stage. Donc, il y a eu 1 cas. Par contre, c'est monté via un référent. Bon, on peut aller étudier en BEAT, idem. Voilà, il y a eu 1 cas, et le cas est monté par le référent. Et autres et extérieurs, ce sont des problèmes qui ont eu lieu entre étudiants-profs. Les deux sont un peu mélangés dans cette dernière ligne, mais avec des personnes extérieures à l'UCA. Donc, il y a eu 3 cas, 2 étudiants qui ont appelé directement donc la cellule, et 1 cas qui est passé par référent. Je passe la cellule après. Là, c'est un peu entre deux, parce que sur le premier tableau, voilà, je vais revenir sur le premier tableau.
sur tous ces cas-là d'harcèlement, là, ce sont des chiffres de l'UCA directement. Donc, Françoise Perrin me les a donnés. Je ne sais pas, hormis deux cas, je ne sais pas exactement ce qu'il y a eu. Donc, je ne sais pas si c'est des agressions verbales, si c'est... Voilà. Ça, je ne sais pas. Là, je mets cette page-là pour vous détailler ce que la référente de l'école, c'est-à-dire moi, j'ai pu traiter. Donc, ça part du crachat, des insultes, des frottements, des agressions et des viols. C'est qu'un échantillon, c'est vraiment qu'un échantillon de ce qui peut arriver, mais c'est ce que j'ai traité. Et voilà le bilan de l'école de l'OPGC, donc des étudiants à nous qui sont venus et qui ont voilà, qui sont venus se plaindre. Donc, pour étudiant entre étudiants, j'ai eu 24 cas qui sont passés, 22 directement qui sont passés dans mon bureau et 2 qui ont été, le mot est peut-être pas juste, a été dénoncé par un de ses camarades. Voilà, il y en a 2 qui ont été dénoncés par leurs camarades en disant, voilà, j'ai 2 copains qui se sont fait agresser, voilà. Biats, j'en ai eu 1. Étudiants extérieurs, j'en ai eu 22. En fin de compte, il y a énormément d'étudiants qui sont venus dans mon bureau pour dire qu'ils ont été agressés par des gens. Alors, l'agression, on revient ici, hein. L'agression, ça part du crachat, voilà, entre autres, qui sont venus dans mon bureau pour dire, voilà, j'ai été agressée. Donc 21 cas, 22 cas ont été, voilà, qui sont venus se plaindre. Je trouve que le chiffre, alors je m'en étais pas rendu compte, alors c'est sur 2 ans, 2018-2020, est énorme, surtout que c'est une grosse partie de nos étudiants. Donc j'ai trouvé ça très énorme. Et je m'en suis aperçue seulement quand j'ai fait en préparant le séminaire. Michael, tu as une question pour Cécile? Oui, si vous m'entendez. Ouais, oui, attends. Je suis choquée. Il y a combien d'étudiants à l'OPGC? 268. C'est énorme. Ouais. Comme ça dans les autres écoles. Alors, par contre, là, donc, c'est un bilan de 2018-2020. Donc, c'est les étudiants, mais ce ne sont pas des agressions. Toutes ne sont pas des agressions qui se sont passées entre 2018 et 2020. Certaines agressions, quelles qu'elles soient, donc voilà, je reviens ici, voilà, un échantillon de ce qu'ils auraient pu, ce qu'ils ont pu avoir. Il y en a beaucoup qui sont venus voilà, raconter leur histoire, mais ce sont des histoires qui se sont passées il y a très longtemps et pas systématiquement sur le plateau des CESO. Mais je trouve que oui, sur le 270 élèves, étudiants, il y en a beaucoup qui se sont retrouvés dans des situations improbables, quoi. On se dit, c'est pas possible. Et je me dis, c'est peut-être, on sait sûrement pas tout. Parce que tout le monde n'ose pas franchir le pas, tout le monde... c'est compliqué de traverser un hall, venir me voir ou téléphoner à la cellule pour raconter leur histoire. C'est très compliqué. Et par contre, ouais, hop, voilà. Et donc, c'est pour ça que le tableau entre l'UCA et les référents, alors je suppose que les autres référents, ça doit être plus ou moins la même chose, ce sont des étudiants qui ne veulent pas aller plus loin. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas aller plus loin, qui s'arrêtent à raconter leur histoire. Une fois que j'ai noté leur histoire, ils repartent et ça, pour eux, ça s'arrête là. Et je trouve que c'est un peu dommage, mais c'est très difficile de les convaincre. Et puis, est-ce qu'ils en ont besoin? Je ne sais pas. Et comme je ne suis pas psychologue, c'est un peu compliqué. Et j'en ai parlé hier à la formation. Et ils m'ont dit que le fait déjà d'avoir franchi le pas une fois,
risque de revenir et déclencher peut-être voilà, une suite un peu plus tard. Enfin, je l'espère pour eux. Donc, si on fait un bilan définitif, donc pour ces 2 années-là, la cellule harcèlement a traité, donc de l'université a traité 13 cas en 2 ans, uniquement des cas de harcèlement sur femmes et uniquement des cas concernant des étudiants. Le référent école, alors donc nous, j'en ai, ops, oh là là, ça, vous voyez des trucs là, non, qui apparaissent. Non, c'est bon, Cécile, c'est bon, on voit rien, on voit ton PPT. Le référent école, donc moi j'ai reçu 46 cas en 2 ans, donc 2/3 des plaintes sont émises pour des faits d'harcèlement homophobe, raciste, sexiste et harcèlement psychologique. 1/3 sont des agressions sexuelles sur des hommes et des femmes. Et seulement 2 cas sur mes 268 sont remontés à la cellule de l'UCA. Il y a des questions, je ne sais pas qui de Olivier ou Muriel était le premier. C'était Muriel, le premier. Vas-y, Muriel. Ouais, moi j'avais juste une petite remarque quand même, Cécile, c'est que tu vois beaucoup de monde, il y a peu d'étudiants qui vont vouloir faire des démarches et déclencher la cellule, mais tu leur donnes un certain nombre d'informations. Oui. Et notamment, ils vont aller voir les services de santé. Oui. Et ça, c'est quand même une étape très, très importante. Oui, ils repartent tous de mon bureau. Alors, c'est vrai que j'ai passé peut-être un peu vite sur l'étape de comment ça fonctionne. Alors, je parle pour moi, hein, pour la référente ici, quand ils passent, ils racontent leur histoire et une fois que l'histoire est terminée, je les dirige, enfin, je leur donne les clés au niveau de, voilà, vous pouvez aller voir des psychologues aussi bien universitaires ou extérieurs. Vous pouvez aller voir la police, donc des adresses de police, des avocats, enfin voilà, ils repartent pas les mains vides, ni pas, voilà, ils ont tout. Après, c'est leur choix, c'est un choix. J'essaye de les pousser, mais je pense que je suis assez frustrée là-dessus quand même, parce que j'arrive pas à déclencher quelque chose pour qu'ils aillent le voir, tout en comprenant que c'est sûrement pas facile de faire toute cette démarche-là. Mais ils repartent pas les mains vides. Ils ont toute une palette d'adresses et puis, oui, ils repartent pas les mains vides, heureusement d'ailleurs. Mais j'espère qu'ils reviendront pour qu'ils puissent aller un peu plus loin dans leur démarche. Mais malgré tout, on n'est pas non plus des assistantes sociales, on n'est pas des... Mais on est là, on les connaît, donc c'est un peu dommage de ne pas pouvoir faire plus peut-être. Olivier, tu avais une question? Oui, Cécile, parmi les 2/3 des plaintes, est-ce que tu connais la proportion entre harcèlement homophobe, raciste, sexiste et psychologique? Les 4 que tu cites là. Oui, alors le pourcentage, venez les plus, c'est homophobe et raciste. Et après, voilà, le homophobe, raciste, c'est les plus. Sexiste, un peu moins, parce que je crois qu'ils ne comprennent pas, enfin, ils ne comprennent pas. Non, c'est péjoratif ce que je dis. Le sexiste, il le voit plutôt comme, voilà, ça passe, quoi. Voilà, c'est comme... Et harcèlement psychologique, il faut vraiment que ça soit... J'en ai pas beaucoup, hein, harcèlement psychologique. Il faut vraiment que ça soit vraiment de l'harcèlement très violent pour voilà, qu'ils s'en aperçoivent. D'accord. Lucas, tu as une question? Oui, j'avais une question. Je voulais savoir en fait s'il y avait des possibilités de rejoindre justement cette cellule pour aider en fait. Je pense que c'est possible de rentrer, alors peut-être pas dans la cellule harcèlement tout de suite, mais la cellule égalité homme-femme, parce qu'en fin de compte, les deux sont jointes. Parce que toutes les actions qu'on fait après pour la cellule harcèlement, tu vois, les campagnes d'affichage, par exemple, ont été créées avec le comité égalité homme-femme. Okay. Mais je pense que c'est possible, oui. Oui. Il suffit d'écrire à Françoise Perrard. Ok, ça marche. Je vous remercie. Je t'en prie. Je te laisse finir, Cécile.
Non, c'était... Après, on finissait sur ce que l'université faisait pour sensibiliser les étudiants à ne plus faire toutes ces bêtises-là. Donc, il y a des campagnes d'affichage qui dénoncent tout ce qui est ce qu'il ne faut pas faire, le sexisme, etc. Et ils affichent beaucoup partout les numéros de téléphone donc de la cellule harcèlement qui est disponible. Alors, chez nous, au LMV, elle est dans les toilettes, mais autrement, elle est un peu partout sur le campus des CESO. Et au titre de l'école de l'OPGC, nous, on fait en chaque début d'année un petit discours en disant un peu ce que je vous ai raconté là. Donc, nos étudiants sont, comment dire, voilà, ils sont au courant de ce qui se fait à l'université et ils savent qu'il y a des cellules et ils savent surtout qu'il ne faut pas le faire. Ok, Ouais. il y avait Estelle qui avait une question. Oui, Cécile, quand tu as parlé de harcèlement qui n'avait pas lieu forcément sur le campus des CESO, donc c'est des harcèlements qui datent un peu, est-ce que des actes de harcèlement se périment? Se périment. Est-ce qu'il faut déclarer un harcèlement dans un temps? Non. Comme tous les étudiants qui sont passés ici, pour que ce soit donc à l'école, pour n'importe quelle histoire, pour ce qu'ils ont eu, voilà, que ce soit du crachat ou n'importe quoi, c'est noté. S'ils ne veulent pas qu'il y ait une sanction pour qui que ce soit, ça s'arrête là. Mais si dans 2 ans, ils veulent revenir en disant bah oui, en fin de compte, ça m'a super traumatisé, etc. Hop, on peut réouvrir. Il n'y a pas de date limite. Il n'y a pas de. Non. Heureusement d'ailleurs. D'accord. Et j'avais une deuxième question. C'est dans ton tableau, là, il y a plusieurs cas de figure, étudiants, voilà. Et BIATS, mais il y a BIATS, ça comprend permanent, en fait. Ça comprend tout le monde. BIATS, c'est personnel technique avec notre personnel technique. D'accord. Mais qu'il soit titulaire ou pas titulaire, hein. Il n'y a pas de. Dans le tableau là, il n'y a pas de permanent ou contractuel. C'est vraiment le statut de chaque personne. Voilà, c'est pour éviter les noms en fin de compte. Oui. Non, parce que je ne voyais pas chercheur, ça aurait pu être là-dedans aussi. Il n'y a pas de cas. Parce qu'il n'y a pas eu de cas. Ouais. D'accord. Okay. Entre chercheurs, il n'y a pas eu de cas. D'accord, très bien. Merci. Martin, tu veux poser une question? Ouais, Cécile, je voulais savoir si dans la cellule, le rôle, c'est juste de recueillir les témoignages ou est-ce que vous recevez aussi les harceleurs pour discuter avec eux éventuellement? Ah ben, c'est marrant parce que c'est la discussion qu'on a eue hier. Alors, c'est vrai que jusque-là, dans la cellule, on devrait recevoir tout le monde. Mais les harceleurs, si on les reçoit à la cellule, c'est que les étudiants ont souhaité aller plus loin. Et donc là, donc si ça passe par le référent, c'est-à-dire par moi, ça sera ma direction qui va les recevoir. On va être 3 à les recevoir. Donc Nathalie, Tahar et puis moi. Et donc on va recevoir la victime et ainsi que l'harceleur, si c'est un cas comme ça. Mais toujours avec l'accord bien sûr de la personne qui est victime. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu. Mais par contre, tu vois, la discussion qu'on a eue hier, c'était le suivi des harceleurs. Ouais. Qui est, voilà. Et surtout au niveau des profs plus que des étudiants, parce qu'au niveau des étudiants, donc à partir il y a très peu de temps, on peut monter un conseil de discipline qui n'existait pas jusque-là, qui n'a pas été mis en place, qui est en train de se mettre en place. Mais pour les profs, le conseil de discipline existe et on peut les exclure un temps ou les déplacer un temps ou les mettre en maladie un temps. Et
la réintégration se fait au même endroit, enfin un truc de fou. Donc, ils reviennent sur le plateau des CESO et ces personnes-là, on ne sait pas comment les réintégrer dedans. Et on les écoute un peu moins, peut-être. D'accord. Michael, tu veux reposer une question? Oui, merci. En fait, ça répond un petit peu déjà à ma question. Je voulais savoir s'il y avait d'autres choses comme ça, comme recueillir de rencontrer aussi les harceleurs pour, évidemment, traiter la cause de ce problème et pas seulement trouver des solutions en aval pour que cette cellule devienne obsolète un jour, quoi. Rapidement, si possible. Sincèrement, je ne suis pas sûre que ça devienne un jour obsolète, malheureusement, mais il y a la médecine du travail qui les reçoit et qui les suit. Ok. Voilà. Après, j'en sais un peu moins là-dessus parce que c'est vrai que je suis moins penchée. Enfin, jusque-là, voilà, je penchais pas du côté harceleur. D'accord. Mais il faut peut-être que je me remette en question aussi parce qu'en fin de compte, le curseur est, voilà, il faut le placer au bon endroit pour que ça avance bien. Régis, tu as une question? Bonjour à tous. Enfin, je n'ai pas une question, j'ai deux remarques. Une première, c'est qu'il y a très très peu de délits en France qui soient imprescriptibles. Et le délit de harcèlement, il y a un délai de prescription hein, qui est de quelques années, c'est 5 ou 6 ans, mais c'est pas imprescriptible. Ça, c'était une première remarque. Deuxièmement, moi, j'ai tenu ce rôle d'accueil pendant des années avant la mise en place de ces cellules en tant que responsable de diplôme. J'ai eu beaucoup de gens qui sont passés dans mon bureau pour me signaler des choses. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'on n'est pas du tout formé à écouter, à entendre, à recevoir, et c'est une position très délicate. Et on peut conseiller, mais même conseiller, c'est difficile de fois de dire à quelqu'un, moi je peux rien faire pour toi, mais je sais qu'il y a des choses qui existent. Voilà, c'était juste une remarque. Moi, j'avais trouvé ça particulièrement difficile de fois de recevoir des gens et d'être un petit peu, pas du tout à l'aise, quoi. Voilà. Je le suis pas toujours. Je le suis pas toujours. Et écoutez, si, ce que je pense qu'on est tous on écoute, mais après, c'est donner des conseils, enfin donner des orientations, c'est-à-dire que il faudrait plutôt aller là, là, là. Je pense que tout le monde peut le faire, mais c'est convaincre la personne de le faire. Mais est-ce que mais je suis pas juge. Je pense que on a des expériences et après il y a le bon sens qui joue aussi. On espère au mieux pour l'autre, donc voilà, on les envoie au mieux. Après, ce sont des adultes, ce ne sont pas des mineurs, donc ils ont un choix quand même à faire. Donc, je ne sais pas, non, on n'est sûrement pas tous. Non, je pense qu'on n'y est pas, et je suis quand même un peu étonné qu'il n'y ait pas des formations un petit peu poussées pour les gens intégrant ces cellules. Là, j'en ai eu une et je devrais en avoir une autre d'ici un mois à peu près. Voilà, mais ça fait quand même déjà. Ça fait 2 ans, ouais. 2 rentrées qu'on fait ensemble où on présente ça. S'il faut attendre 2 ans pour avoir une formation, je suis extrêmement étonné. On a discuté certains cas ensemble. On s'était retrouvés quand même avec 0 réponse. Et là, l'important, ça existe, soit, mais je trouve que c'est quand même. C'est un peu léger pour certaines choses. C'est un peu léger, ça fait un peu affichage, quoi. Ce qui est sûr, c'est que, enfin, pour ma part, ce que je trouve, enfin, je devrais peut-être pas le dire là, mais bon, vous êtes tous concernés de toute façon. Donc, ce que je trouve un peu dur, c'est de recevoir toutes ces histoires. Et quand ils ne veulent pas aller plus loin, c'est-à-dire que, voilà, je suis tenue de ne pas en parler. Et voilà, certaines histoires sont assez compliquées. Voilà, et tout garder pour soi, c'est difficile par moment. Voilà. Et donc, c'est même pas l'écoute qui est difficile, je pense que c'est comment gérer la chose.
Valérie, tu veux intervenir? Si tu dis que c'est vrai que c'est difficile de recevoir ces paroles sans toi-même pouvoir en parler, peut-être, enfin, tu fais pas un travail de psychologue, mais les psychologues, ils ont eux-mêmes des psychologues référents. Aussi de faire aider de la cellule pour partager ces histoires et qu'il y ait un groupe de parole au moins entre personnes qui écoutent. Oui, c'est ce qui est en train de se mettre en place et je pense que la prochaine réunion au niveau de la cellule harcèlement et des référents, ça va être ça. Mais ça découle de la formation que nous avons eue hier. Donc Françoise Perrard doit mettre ça en place voilà, dans les jours à venir. Ok. Il y a encore quelqu'un qui veut poser une question? C'est Tahar. Ah, Tahar, pardon. Vas-y, Tahar. Ouais, Cécile, est-ce que tu avais dû en parler, mais en tant qu'agent de la fonction publique, tu es légalement tenu de dénoncer ou de rapporter si tu es mise au courant d'un délit? Là, Comment ça se passe dans ce cas-là? Là, non. Enfin, un délit, d'abord non, parce que c'est qu'un rapport. Ah, d'accord, pas témoin. Ah, d'accord. Okay. Et comme ce ne sont pas des mineurs, si ça avait été des mineurs, la question ne se poserait même pas. Voilà, ils viennent raconter, je vais raconter. Mais comme ce sont des majeurs et qu'ils ont un choix à faire, et que donc quand ils viennent déposer leur histoire dans mon bureau, je leur pose la question plusieurs fois, quand même, à plein d'endroits. Tu veux que j'en parle à telle ou telle personne, tu veux que je t'aide. Donc, non, et tant qu'ils ne me disent pas, oui, tu peux le faire, je suis tenue, et j'ai reposé la question hier au formateur, et c'est non, s'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Enfin, après, il y a le lien de confiance qui risque de se rompre, et ça, je trouve, non, il ne faut pas, quoi. Ok, d'accord, merci Cécile. Muriel? Oui, pardon. Ouais, c'était en lien avec la question de Tahar, parce que étant responsable de mention, un peu comme Régis, voilà, j'ai aussi entendu beaucoup d'histoires d'étudiants et tant qu'ils ne portent pas plainte, ouais. Voilà, c'est compliqué. Ouais, c'est très compliqué. La chose, principalement qu'il faut que, si on a quelque chose à faire, c'est que vraiment, il faut qu'ils aillent porter plainte. Et c'est vrai que d'après le peu d'expérience que j'ai, même leur propre plainte, c'est super difficile parce qu'ils ne tombent pas toujours sur des bons flics, quoi. Enfin, voilà, des bonnes personnes qui les accueillent correctement au commissariat, et soit ça tombe à l'eau, soit ils sont tellement mal reçus qu'ils arrêtent là. Voilà, donc il y a aussi du travail à ce niveau-là. Mais il faut qu'on les pousse à porter plainte de toute façon. Ok, bon, c'est des sujets qui intéressent beaucoup de monde, c'est super. Merci Émilie et Cécile pour ces présentations qui étaient, j'ai trouvé moi, super bien en tout cas, et qui ont éveillé nos consciences sur des sujets sur lesquels on n'est pas forcément au courant. Donc, merci beaucoup à toutes les deux. Et puis, le prochain séminaire, c'est la semaine prochaine, avec quelque chose de sciences de la Terre. On repart dans notre série séminaire de recherche. Et ce sera Yvan, je crois, qui va nous parler de la géochimie de l'arc équatorien. Voilà, merci à tous. Merci. Merci. Merci.